Bonjour à tous, merci Mathieu. Donc, effectivement, vient d'être rappelé par Yann Bourgueil la nécessité de développer la recherche, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a été identifié dans de multiples rapports, en particulier je pense au rapport de Pouvourville, au rapport Hubert, au rapport Druet. Tous ces rapports s'accordent sur une chose, c'est que la recherche est un vecteur essentiel de l'amélioration de la qualité des soins. Elle est un vecteur essentiel de l'amélioration de la qualité des soins par deux leviers principaux. L'un qui permet de produire de la connaissance pour mettre en place des actions de santé publique probablement plus adaptées. L'autre parce qu'on sait que participer à la recherche, pour les médecins, c'est quelque chose qui entraîne une modification des pratiques et dans le sens de pratiques plus vertueuses. Et donc les médecins participant à des projets de recherche ont des pratiques souvent différentes et souvent plus efficientes et meilleures. Alors une fois ce constat posé, quels sont les principaux axes stratégiques pour développer cette recherche en soins premiers? Là aussi, les rapports sont très consensuels sur ce point. D'une part, il faut développer des données de qualité, il faut recueillir des données de qualité. Il faut des réseaux de médecins généralistes investigateurs, en particulier dans les projets de recherche clinique. Il faut des appels d'offres ciblés. Et nous l'avons déjà dit, nous avons appelé de nos voeux des projets ambulatoires de recherche clinique à l'instar des projets hospitaliers de recherche clinique. Et puis, ça nous paraît une évidence à tous ici, on ne fait pas de recherche sans chercheurs. Il faut donc continuer à développer la filière universitaire de médecine générale. L'objet de cette présentation est de nous concentrer particulièrement sur le recueil des données de qualité, qui est un des leviers, à mon sens, extrêmement important. Quand on regarde un petit peu ce qui se fait à l'international, on peut constater qu'au Royaume-Uni, par exemple, a été créé en 1987 le CPRD, et le CPRD permet de recueillir des données en routine chez les médecins généralistes au Royaume-Uni, et ça a donné déjà lieu à plus de 1500 publications internationales, ce qui est, vous l'imaginez tous, colossal. Aux Pays-Bas également, la structuration est un petit peu différente. Elle se fait autour des UFR et des grandes villes, en particulier le réseau Nivelles, Nijmegen, Maastricht, qui ont des réseaux régionaux de taille moins importante, mais qui eux aussi publient des données de manière régulière et dans des revues de qualité qui permettent d'améliorer les actions qui sont menées aux Pays-Bas. Il y a aussi le Canada avec le CPS SSN et le projet Compass qui est largement financé par le ministère de la Santé au Canada, qui est en cours. Il y a une revue de la littérature qui est sortie cette année sur ce sujet et qui s'intéresse à savoir quels sont les facteurs qui permettent de prédire le succès ou l'échec d'un recueil de données en routine en soins premiers. Et sur les facteurs de succès, il y en a deux principaux que je voudrais vous rapporter. Le premier, c'est que cela nécessite un soutien institutionnel fort. Aucun de ces réseaux de recueil ne s'est fait sans un soutien institutionnel. Le deuxième aspect, c'est qu'une des clés du succès, c'est l'adossement aux universités. C'est la participation des chercheurs universitaires de la discipline dans le cadre du recueil des données. En France, où en sommes-nous? Il existe de multiples bases de données, vous le savez. Je pense entre autres au SNIRAM, qui est une formidable base de données, mais sur le recueil de données, ce qui a été remboursé. Je pense à Sentinelle, qui est une base sur une surveillance épidémiologique de cette pathologie particulière. Je pense à Constance, qui est aussi une base très riche, mais sur une population particulière qui va bénéficier de bilans de santé dans des centres de l'assurance maladie. Tout ça, ça nous apporte de la connaissance, de la donnée, mais ça ne nous renseigne pas sur le trou de la raquette, qui est ce qui se passe dans vos cabinets, ce qui se passe en consultation de médecine générale, quels sont les diagnostics, quels sont les résultats de consultation qu'on puisse mettre en regard avec les données en particulier du SNIRAM. Alors il y a eu à une époque une tentative avec l'Observatoire de médecine générale qui a recueilli cela de manière intéressante. Simplement, c'était à une époque où la structuration universitaire n'existait pas et où la valorisation, la nécessité de valorisation par de la recherche était également très faible, cible uniquement de quelques partisans, et malheureusement ce projet s'est arrêté en 2010. Le paysage a considérablement évolué ces 10 dernières années. Nous avons, ça a été rappelé hier, il me semble, 85 titulaires de médecine générale, 204 associés, 166 chefs de clinique des universités et 9135 maîtres de stage des universités, ce qui représente un vivier absolument colossal. Je vous rappelle, pour mémoire, qu'il y a 10 ans, les maîtres de stage des universités étaient moins de 3000 et qu'il y a 10 ans, les universitaires étaient 0. Donc les titulaires étaient 0.
Donc l'évolution est colossale. Et puis par ailleurs, il y a eu des expériences, on dira un mot d'Ecogène, et puis il y a eu depuis quelque temps la réflexion autour d'un projet. La structuration de la filière universitaire a permis, parce qu'elle nécessite pour les jeunes chercheurs de produire de la connaissance, de faire évoluer très grandement le nombre de publications. Je vous rappelle pour mémoire ce qui a été présenté dans la plénière de ce matin par le docteur Anasta sur l'évolution des publications. On était à moins de 50 avant le début de la filière, puis vous voyez que ça commence à monter déjà à plus de 68 publications indexées en 2011, 81, et puis je vous passe la suite pour montrer qu'on évolue à 164 publications indexées l'an dernier. Donc là, le rythme de croissance est extrêmement rapide et il a vocation à se poursuivre. Nous avons des expériences dont je vous ai parlé, en particulier Ecogène, où pendant 6 mois ont été recueillis de manière systématique via la classification internationale des soins primaires les motifs et les résultats de consultation ainsi que les procédures. Et vous voyez que ce travail sur uniquement 6 mois a déjà donné lieu à 5 publications internationales avec des résultats qui nous sont régulièrement utiles. Et puis, au-delà des expériences, nous avons un projet. Et ce projet, il s'appuie sur nos forces. Et notre force, c'est les 35 départements de médecine générale, plus de 9000 maîtres de stage d'université et cet essor de la recherche. Ce projet, il doit être ambitieux. Ça ne doit pas être quelque chose qui a vocation à être une tentative uniquement locale de briquet de broc, mais il doit avoir pour ambition à moyen terme d'apparier les données que nous allons recueillir avec les données du SNIRAM. Il doit aussi être respectueux du cadre législatif. Évidemment, vous savez qu'il y a la stratégie nationale des données de santé qui a été mise en place. Nous avons, dans ce cadre, déjà obtenu l'accord de la CNIL pour le recueil de données en routine. Mais il faudra évidemment s'inscrire dans la complémentarité des autres travaux et puis évidemment respecter le cadre législatif et la protection des données individuelles qui est absolument fondamentale lorsqu'on monte ce type de base de données. L'objectif de tout ça, c'est que ça soit évidemment utile pour les patients. Parce qu'on l'a dit, la recherche procède de l'amélioration de la qualité des soins, et c'est bien là l'objectif in fine de ce travail de recueil en routine. Mais ça doit aussi être utile pour les docteurs, parce que pour que les docteurs participent et recueillent des données en routine, ça doit leur être utile. Et c'est dans cet esprit que nous souhaitons évidemment collaborer complètement avec le Collège de la médecine générale et les groupes de travail qui ont participé par exemple à Evidence Based Practice Net. Et nous souhaitons mettre en commun les travaux autour du recueil de données en routine qui vont induire une structuration des données et que cette structuration des données puisse in fine aussi permettre d'avoir de l'aide à la décision pour les médecins et pour avoir plus de facilité à prendre en charge leurs patients. Et puis ce travail, ce projet, il nous semble faisable. Il nous semble faisable parce qu'on a déjà un exemple d'un projet pilote à Nice, piloté par le docteur David Darmon, qui est présent ici, et qui a déjà fait l'objet de plusieurs publications, dont une qui revient sur sa faisabilité. Alors la structuration de ce projet, ce qui a été réfléchi, c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, de nous appuyer sur les forces en présence, les départements de médecine générale et les collèges, et que ce projet soit finalement une sorte de fédération des projets locaux. Parce qu'on imagine bien que pour motiver, pour que les chercheurs, pour que les médecins généralistes enseignants participent au projet, l'idée, c'est surtout pas de faire quelque chose qui serait descendant, qui viendrait d'un parisianocentrisme qui n'aurait pas de sens, mais de répondre aux besoins de recherche, des thématiques de recherche des différents DMG. Et donc nous aurions un double système avec un niveau de recueil de données qui serait un set minimum de données national qui répondrait aux grands enjeux de santé publique qui seraient recueillis de manière longitudinale sur des années. Et puis, chaque région aurait la liberté totale, selon ses projets scientifiques et ses axes de recherche, de greffer du recueil complémentaire sur un temps donné en fonction des appétences des uns et des autres. Évidemment, ce travail doit se faire dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire. Il n'est pas question de faire un travail uniquement par les généralistes pour les généralistes. Il faut bénéficier de l'expertise de nos confrères, des méthodologistes, des épidémiologistes, et nous y travaillons de concert avec des gens qui ont une réelle expertise dans le domaine. Et pour conclure, pour concrétiser ce travail-là, nous pouvons nous appuyer... pour que ça fonctionne, il va falloir une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Nous pouvons nous appuyer sur les départements de médecine générale et les collèges dont on sait qu'il y a déjà une dizaine de collèges qui sont prêts à partir du moment où le projet va se lancer. Il faut se conformer au cadre réglementaire, et je vous l'ai dit, nous avons déjà obtenu l'accord CNIL, et il faudra évidemment être parfaitement respectueux de cela. Mais cela, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du travail qui a été publié cette année, nécessite également un soutien institutionnel fort. Et nous sommes très heureux dans ce cadre d'accueillir Nicolas Revel. Vous pouvez l'applaudir, effectivement.
Voilà, pour la première fois de l'histoire, le directeur de l'assurance maladie vient au congrès du CNGE et nous sommes très heureux d'entendre ce que vous avez à nous dire sur ce sujet.